tout le monde. Alors je suis bien content parce que j'ai parlé de 1942, il y aura double vidéo. Bon, j'aurai que les images du magazine, j'aurai rien d'autre, il y aura 5-6 images, mais c'est déjà pas mal. L'important c'est d'écouter ce que je dis. Voilà, c'est sur OVNI, Science et Histoire numéro 7, c'est très intéressant. Et je l'avais lu, c'est vraiment un passage très intéressant, 1942. Il y a eu beaucoup de choses, bien avant Roswell, tout ça, bah oui. Bien avant 1954, la grande vague un peu partout en France, tout ça, enfin numéro 1 dans le monde pratiquement. Donc, comme quoi, 1942. Et après, il y aura une double histoire, c'est-à-dire que je vais le faire en deux vidéos, petit 1, petit 2. Autant commencer tout de suite. J'adore ces magazines-là parce que ça, je l'ai lu aussi, c'est très intéressant. Magali, la Volps, Bayot, le chemin de vie et vie antérieure extraterrestre. J'ai regardé, j'ai lu jusqu'au bout, c'est très intéressant aussi. Peut-être que je fais une vidéo, je sais pas. Je verrai bien. Et ça aussi, c'est connu, Betty, bon voilà, les premiers abductés. Mais de toute façon, les premiers abductés, c'est faux. Déjà, j'ai un livre comme ça, R3, je sais plus quoi, bah justement, j'aurais dû mettre derrière. De Julien Gonzalez en 1800, 1850, 1830, il y avait déjà des enlèvements. À l'époque, ils disaient démons. Donc, bon, c'est parce que là, c'est la première histoire, évidemment, bon, avec la télé, tout ça, forcément. Avant, il n'y a pas de télé. Non, c'est vraiment intéressant. Alors, je l'avais lu, c'est page 66. Année riche, 1942, une année riche, en observation d'OVNI. Et oui, 1942. Je ne confonds pas avec la page 66. 66, 6. Pas trop le dire parce qu'on ne sait jamais. Bon, 1942, une année riche en observation d'OVNI. C'est très intéressant. Alors, il y aura une photo, deux photos, il n'y aura pas tellement de trucs, mais bon, je sais. Ça sera les images du... Mais bon, c'est pas grave. Ouais, et après, il y a Astre mystérieux en Algérie, 1942 aussi. Ça finira comme ça. Et après, c'est Bernet et Betty, les premiers abductés. Ça, je reviendrai dessus. De toute façon, il y aura double vidéo de 1942, c'est très intéressant. Autant commencer tout de suite. C'est parti. 1942, une année riche en observations d'OVNI. 1942 représente un tournant décisif pour la suite de la guerre. C'est au cours de cette année que la mondialisation du conflit s'installe, ce qui va inéluctablement changer les rapports de force. Cette année sera marquée par les dernières victoires de l'Axe et surtout les contre-offensives de la Grande Alliance. Alors par Éric Serré et Gérard Casarelli. Ça, je ferai des photos. Cette mondialisation du conflit a été initialisée au cours de l'année 1941. Car l'Allemagne a eu l'idée de lancer l'opération Barbarossa. Le nom de cette opération fait référence à l'empereur Frédéric Barberousse et sert de nom de code de l'invasion de l'Union soviétique par le Troisième Reich dès le 22 juin 1941. L'armée allemande encerclerait Leningrad et se trouve aux portes de Moscou. Inévitablement, cette opération oblige l'Union soviétique à entrer dans le conflit. Par ailleurs, il ne faut pas oublier le massacre de Pearl Harbor. Je crois que c'était 1941 ou 1942. Un truc comme ça, au cours duquel la flotte américaine fut détruite par les Japonais. Cela est le point déclenchant de la mondialisation du conflit. Mais que se passe-t-il au cours du printemps de l'été 1942? La Wehrmacht, après avoir été stoppée par la rudesse de l'hiver en URSS, va reprendre de plus belle son offensive. Elle va se trouver au cœur de Caucase et menace de prendre les puits de pétrole de Bakou. Au même moment, le sinistre Rommel va pénétrer assez rapidement en Égypte à la tête de l'Africa Corps. Africa Corps KORPS. Le but est simple, maîtriser la route du pétrole pour assurer à l'Allemagne la possession de l'énergie. Les Japonais continuent aussi leur progression et s'emparent des Philippines, de Singapour et de l'Indonésie. Ils menacent maintenant l'Australie. Enfin, dans l'Atlantique, les Allemands redoublent d'efforts et deviennent les maîtres de l'océan. Je pense justement au livre Océan, les ovnis dans l'océan Indien, Ouani en Russie, bon bref. C'est ainsi qu'ils maîtrisent le ravitaillement de l'URSS et des îles britanniques. Les pays agressés par la puissance de l'Axe peuvent donc s'unir et être assez forts pour renverser la tendance. C'est au même moment que la résistance commence à opérer avec succès, comme en témoignage l'assassinat du chef de la Gestapo par les résistants tchèques, ou encore le lancement de la résistance en France par Jean Moulin. La Grande Alliance se construit donc fermement. De ce fait, le contre-offensif se fait un peu partout dans le monde. En Afrique,
Montgomery stoppe la progression de l'Africa Corps de Rommel, qui doit même battre en retraite. En même temps, l'opération Torch, T-O-R-C-H, va favoriser le débarquement dans divers pays de l'Afrique du Nord, comme le Maroc et l'Algérie. En Europe, c'est l'offensive allemande qui s'est stoppée à Stalingrad. Enfin, dans le Pacifique, les Japonais commencent à essuyer des défaites. L'amiral Nimitz va s'illustrer à Midway en détruisant largement la flotte japonaise. Pourtant, ça doit être beau le Japon. En plus, les filles japonaises sont jolies aussi. Hein. Bref. Bon. Ce n'est pas tout. Dans la mer du Corail, les Américains gagnent de terrain. Nous voyons que pour la première fois, la grande force de l'Axe perd du terrain. Cela va avoir une grande influence sur le moral de la Grande Alliance, pour qui tout devient possible, même en URSS. L'armée allemande est encerclée et von Paulus mis en échec. Voilà le contexte de l'année 1942. De toute façon, je vous mettrai des images à la fin. D'habitude, je vous mets les images pendant que je vous parle, mais je mettrai tout à la fin, comme ça. L'OVNI australien, écoutez bien, l'OVNI australien, mais dans d'autres pays sont aussi impliqués, comme les Pays-Bas. Malgré leur neutralité, les Pays-Bas sont envahis en 1940 et la monarchie fuit. La résistance est civile et plutôt que militaire. Cette résistance est illustrée par l'exécution du chef de la SS et de la police allemande, Hans Albin Rotter. Les Pays-Bas abritent cependant une frange, bon, c'est fouturé un peu, de la population qui était engagée dans le camp allemand. Il ne faut pas oublier que la partie NSB, National Socialiste, je sais plus ce qu'elle veut dire, B-Winging, fournira pas mal de volontaires dans les lignes allemandes, en particulier la Wehrmacht et la Waffen-SS, afin de lutter contre le bolchevisme. Mais cela ne représente qu'une partie de la population. Les autres lutteront et s'impliqueront dans la résistance active. Un de leurs navires, le Tromp, ça fait presque Trump, le Tromp qui fut fabriqué avant-guerre, se retrouve juste après le déclenchement de la guerre en Europe. Ce navire s'attaque dès le début de la guerre à des navires allemands et fait même des nombreuses perquisitions de navires marchands du gouvernement de Vichy. Dès janvier 1942, le Tromp, avec un O, est affecté à la défense des Indes orientales et en est même fortement endommagé par des obus japonais. Bon. Il est alors envoyé en Australie pour y être réparé. Et c'est au mois de février 1942, en pleine nuit, qu'un événement incroyable se déroule. Écoutez bien. L'équipage du Tromp, T-R-O-M-P, à 3 h du matin, est impressionné par la vision d'un disque de grande taille qui survole le navire. Nous sommes en 1942. Parce que là, à l'heure actuelle, on est toujours en train de nous montrer la divulgation avec des photos qui ont 10, 15 ans, 10 ans, au-dessus des navires américains, je sais pas quoi. Mais là, nous étions en 1942, que je rappelle quand même, les faits. Bon, bref. L'équipage est assez affirmatif. Non, mais ça me sidère des fois un petit peu. Bon, bref. Affirmatif, il décrit ce disque de couleur aluminium. Bon, déjà, on devine. Pouvant se déplacer à une vitesse incroyable, la vitesse de l'engin fut estimée à plus de 6000 km/h. 6000 km/h 1942. Ça va ? Cela laisse perplexe. Après avoir fait plusieurs fois le tour du navire, ce disque s'éloigne vers le large, laissant l'équipage perdu dans ses interrogations. Qu'était-ce ? Pas qu'était-ce. Mais la présence d'objets volants non identifiés ne s'est pas limitée au survol de Tromp, T-R-O-M-P. Durant le mois de février, de nombreux disques inconnus survolèrent la mer de Timor en Australie. Poursuite au-dessus de l'Arctique. Écoutez bien. J'ai l'impression de voir le film La Chose. Tiens, faut que je le remette, ce film-là est excellent. De John Carpenter. Un autre pays très impliqué dans ce conflit mondial fut la Norvège. Ce dernier possédait de nombreuses bases militaires, dont certaines étaient secrètes comme celle de Banak. Cette base aérienne qui datait de la fin des années 30 prit de l'importance en 1940 durant la campagne de Norvège. Si elle fut utilisée par le Royal Air Force, malheureusement la Luftwaffe des nazis la récupérera. Les Allemands prendront soin d'elle et s'en serviront de base avancée de dépôt de carburant. Banak sera très protégée et pour cause, elle servira de base pour les principaux vols de reconnaissance et les Allemands y feront partir de nombreuses missions d'attaque pour lutter contre les convois alliés chargés de rallier l'URSS. Et en mars 1942, un phénomène étrange se produisit. L'alarme de l'aérodrome secret de Banak se déclencha. La panique envahit la base. La raison. Un engin difficilement identifiable s'approchait de la base à vive allure. Cela laisse juste le temps au capitaine Fischer de sauter... Fischer, poisson, bon... De sauter dans son avion de chasse
Un M109. Fisher décolla et ne tarda pas à rejoindre l'engin étranger. Fisher se retrouva à près de 4000 mètres d'altitude, seul face à l'engin de forme surprenante, fuselé. Imagine le truc, la gueule, hein. Comme une fusée, bon bref. Mais le plus surprenant, c'est qu'au dire des capitaines Fisher, l'engin atteignit facilement une taille d'une centaine de mètres. Une centaine de mètres, donc 150, peut-être plus. Hein. Le diamètre de l'appareil voisinait la cinquantaine de mètres. Donc déjà, la quinzaine de mètres, pardon. Donc bon, 100 sur 15. Hein. Fisher, surpris, éberlué, se demanda ce que ça pouvait être. Et pourtant, notre capitaine n'était pas au bout de ses surprises. 1942. Hein. D'accord. Cet engin volant passe presque instantanément de la position horizontale à la position verticale. D'accord. Tout en volant à une vitesse considérable. Le capitaine fut littéralement médusé. Guerrier averti, il ne se démonta pas et décida de poursuivre sa course. Mission impossible. Pas les films. Hein. L'engin monta très vite et atteignit, ou la série, une vitesse que Fisher ne put tenir. Il ne pourra que voir l'engin disparaître à l'horizon. Cela laisse perplexe, mais pour ceux qui sont intéressés par le phénomène OVNI, aucun doute n'est possible. Le 25 mars 1942, ça fait penser à la bataille de Los Angeles, d'où ils ont fait un film vraiment médiocre, qui n'avait strictement rien à voir. C'est bien réalisé, mais c'est strictement rien à voir avec l'histoire de ufologique de 1942 au sud de Los Angeles, mais bon. Malheureusement, le film, j'étais quand même déçu, mais... Le commandant Sobiński a été chargé de bombarder la ville d'Essen, en Allemagne. Son travail fait, il doit regagner sa base. Il vole au-dessus de Zuiderzee, en Hollande, quand il voit un étrange disque lumineux se diriger vers lui. Il est éprouvé de stressé par cette ambiance de guerre. Il s'attend à tout moment à être la cible des Allemands. Il réagit instantanément et tire sur ce disque. L'aéronef est insensible au tir, donc ça fait penser à 1942, la bataille de Los Angeles. Hein, oui, en plus en plein dedans. Là c'est 25 mars 42. Donc l'aéronef est insensible au tir, donc l'OVNI. Hein. La soucoupe volante, pour être plus clair. Hein, voilà. Entité extraterrestre. Il continue son approche à une vitesse vertigineuse. Voilà notre commandant désemparé. Au dernier moment, le disque évite l'avion de Sobiński et disparaît dans l'horizon vers l'océan. Voilà encore un témoignage éclairant sur la présence d'OVNI évoluant au plus près des appareils des bases militaires lors de ce conflit mondial. De toute façon, c'est logique parce que quand il y avait des grandes guerres, comme 14-18, hein, il y avait certainement des apparitions d'OVNI. Il y a souvent des apparitions d'OVNI. Souvent, il y a même des apparitions d'OVNI avant les catastrophes, hein, comme The Mothman en 1966, au Point Pleasant. Hein. Ils ont fait même un film dessus avec Richard Gere, je sais plus ce que c'est, bon bref. Je sais plus le titre, bon. La créature, le Mothman, l'homme papillon. Et c'est pas un hasard, hein. Les Men in Black, tout ça, même à l'époque aussi, en 66. Donc... Astre mystérieux en Algérie. Cette année 1942 est étonnamment riche et dense en témoignages de la sorte. Partout sur la planète, nous allons maintenant nous déplacer et nous diriger vers l'Afrique. Ce continent est particulièrement concerné par le conflit puisque Rommel est chargé de bousculer les Britanniques avec son Africa Corps. Nous nous trouvons en Algérie, dans une région du sud, en plein désert, où se trouve une ville du nom de Hualène. Alors ça va faire plaisir au paranormal ufologie que je partage sur Algérie, sur le site Facebook. Là, on parle de l'Algérie, justement. Elle est située dans la province d'Adrar, A-D-R-A-R, au sud-ouest de Regan. Regan, pas Regan le président, R-E-2-G-A-N-E. Nous sommes dans la région la plus chaude de l'Algérie, dans un désert où des températures extrêmes sont régulièrement atteintes. Aimé Michel, un grand Aimé Michel, dans son ouvrage intitulé Lueur sur les soucoupes volantes, nous rapporte un cas intéressant. Il nous raconte que dans cette région chaude et hostile de l'Algérie, le 4 avril 1942, écoutez bien, 4 avril 1942, le capitaine Louis le Prieur, arrive avec sa troupe pour s'installer dans un petit fortin. Ils doivent stationner là quelques semaines avant de repartir. Quelques jours après leurs installations, le 10 avril, alors qu'un sous-officier était chargé d'effectuer des relevés météorologiques, il aperçoit un disque brillant qui ne correspond à aucun élément connu. Alors tout ça c'est en 1942, c'est sûr, c'est riche en observations. Et je ne savais pas qu'il y avait autant de richesse en ce temps-là. Hein. Bon bref. Décrit comme paraissant fait d'aluminium. Bon, c'est souvent l'aspect, hein, aluminium, métallique, ce que tu veux, bon bref. Il donne immédiatement l'alerte et une grande partie de la troupe vient observer le phénomène. Voilà les témoignages d'un des soldats présents au moment des faits, observés avec plus de précision à l'aide de nos jumelles de campagne, et grâce à la lunette de théodolite, la planète ressemblait à une petite lune ou à une pièce de 5 francs. Elle avait de pâles reflets de métal blanc et paraissait suspendue à une altitude de 5 à 6 000 mètres.
Apparemment, elle se tenait immobile, mais un examen prolongé au théodolite permit de constater qu'elle se déplaçait en tournoyant lentement. Alors théodolite, T-H-E, accent aigu, O-D-O-L-I-T-E. Hein, pour se faire des petites recherches, on ne sait jamais. Nous avons pu compter ainsi 3 rotations en 8 heures. Le lendemain matin, elle était encore là, toujours à la verticale. Nous avons commencé à nous habituer. Bon, ça me rappelle les anciens tableaux, 1500, 1600, où ils voyaient des trucs dans le ciel, après ils ont commencé à s'habituer. Alors c'est sûr, c'est effrayant, mais pour eux c'était bon, quelque chose de miracle. Mais c'est pas nouveau, comme je dis, c'est pas nouveau. Hein, les ovnis dans l'Antiquité, dans l'histoire, voilà, ça continue, 1942. Bon, nous avons pu compter ainsi 3 rotations en 8 heures. Le lendemain matin, elle est encore là, toujours à la verticale. Nous avons commencé à nous habituer, pensant qu'il s'agissait de quelques astres égarés, voilà, ou d'un nouveau satellite capté, parce qu'on disait pas encore soucoupe volante en 1942. Le terme soucoupe volante, ça vient de Kenneth Arnold en 1947, c'est-à-dire 5 ans avant, on ne parlait pas encore. 5 ans après, il y a eu Roswell. Hein. Bon bref, surtout des crashs. Les crashs, il y en a une paire, hein. Même sous la mer, hein, faut pas oublier. Bon, ouais, le lendemain matin, quelques astres égarés d'un nouveau satellite capté par l'attraction terrestre. À l'aube du 3e jour, tout avait disparu. Ce témoignage est des plus intéressants. Nous allons analyser très simplement ce que les témoins appellent une planète. Pourrait également être, je vais dire penser, c'est vrai, quand il lui dit lui-même un nouveau satellite capté par l'attraction terrestre. On fait penser à un satellite artificiel de la Lune. Hein. C'est un énorme vaisseau spatial. Hein. Bon, après, je sais pas trop. Imaginons que ce soit un satellite, sauf que là c'est beaucoup plus gros la Lune. S'il est mobile et observable pendant plusieurs jours, c'est qu'il s'agit d'un satellite géostationnaire. Un tel satellite n'est pas immobile mais tourne à la même vitesse que la Terre. En fait, il tourne très exactement en 23h56 et 4 secondes. Précis. Hein. Il n'a aucune raison de disparaître de la vue après 3 jours. Donc nous pouvons éliminer cette hypothèse. De plus, notre témoin affirme que cet objet lumineux a fait 3 rotations en 8 heures. Oui, c'est vrai. Et donc il se déplace en tournant sur lui-même. Cela ne plaide pas en faveur d'un satellite. Nous pourrions aussi envisager le passage d'une comète, mais la description, pas du tout, est incompatible avec cette hypothèse. Ce n'est pas non plus une nouvelle étoile qui serait apparue. Comme l'histoire peut l'attester, même raisonnement pour une comète, il n'y a pas de queue, et cette période ne correspond pas à un passage de comète. Cela pourrait être une nova rouge, conséquence de la rencontre et le choc de 2 étoiles. Mais en général, le message lumineux visible est le témoin d'un phénomène pouvant avoir eu lieu plusieurs siècles avant. Hein. Et reste visible pendant de nombreux mois, voire années. Alors que penser? Notre littérature et les témoignages concernant les ovnis collants parfaitement avec le témoignage de notre militaire. Couleur, taille, mouvement, état stationnaire et disparition. Donc le mimétisme, polymorphisme des ovnis de Jean Sider. La dématérialisation et la matérialisation des ovnis, hein, invisibilité, tout ça, bon bref. Nous n'en doutons pas, ce 10 avril 1942, comme dans le film Predator, un ovni fut bien observé par ses militaires le 10 avril 1942. Je vous mettrai les images à la fin, je préfère. D'habitude, je mets entre deux. Voilà, c'est quand même une belle vidéo qui va faire 19-20 minutes, hein, quand même, c'est quand même appréciable. Alors, la prochaine fois, je ferai. Après, il y a aussi Bernie et Betty Hill, pas Benny Hill, hein, les premiers adoptés. Il vaut mieux en rire parce qu'à ce moment, c'est tellement de trucs. Bon, bref. On est dans une bonne conscience en ce moment. Il y a une élévation très très forte. Il y a plein de trucs qui se passent. C'est vraiment très très bon. Et ça, merci à Patrick Delso de me donner des informations par mes mails, tout ça, parce que je sais beaucoup de choses. Là, ça monte crescendo. Hein. Les consciences humaines, elles montent crescendo. Il y a de plus en plus de gens qui font des méditations. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein, enfin, ce que tu veux, spiritualité ou autre chose. Mais il y a des autres personnes qui veulent pas. Vous avez compris qui? Bon, bah oui, on nous empêche. Voilà. Et après, il y a aussi Alien, OVNI et prophétie. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Avec les Indiens, la tradition amérindienne. Excellent. Excellent. Peut-être que j'en reviendrai sur... Alors, il y a pas mal de... Ah, bon, voilà, c'est ça. Bah, j'ai pas fait esprit. La prophétie des ombres. Voilà, c'est ça. C'est ça que je parlais avec Richard. Je crois que c'était Steven. Ils en ont fait un film. Comme par hasard. Juste, vous voyez. Et j'ai même pas encore vu ce passage-là. Comme quoi... Nick Pop, bon, le vrai Fox Mulder. Bon, ça, je verrai bien. En tout cas, je vais arrêter là. 4 vidéos encore. Le magazine là, c'est blindé d'informations. Les ovnis ne sont plus une croyance, mais un fait. Bah oui, la question se pose même plus pour moi. Pour moi, je le sais, c'est tout. C'est au-delà, je le sais. C'est tout, c'est comme ça.
Une année riche en observations d'OVNI, 1942, petit 1 à la fin. La prochaine fois, je reviendrai dessus sur petit 2. Voilà, je coupe là. Merci. Plus de 20 minutes, c'est sûr. Je mettrai les images qu'il y a dedans, hein, pas plus. Il y a 5-6 images, c'est tout. 10 secondes par image, un truc comme ça, 15. Voilà. Je coupe là, merci. À plus. Portez-vous bien. À bientôt.